Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 83e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va donc parler des principales sorties de la semaine. Et on va tout de suite commencer par Panini qui nous avait prévu une semaine en grande partie consacrée à Captain America, pour coïncider évidemment avec la sortie en salle de Captain America Brave New World, sauf que, au final, la moitié des titres en question a été reportée à la semaine prochaine. Il s'agit des 2 intégrales et du 3e omnibus consacré à Ed Brubaker. En revanche, est bien sorti le titre, à mon avis, le plus intéressant du lot, à savoir Captain America, La Vérité, de Robert Morales et Kyle Baker. La Vérité, ou Truth, Red, White and Black en VO, c'est une mini-série en 7 numéros, qui est parue aux États-Unis en 2003, et qui n'avait jamais été publiée en France. Ouais, c'est un titre qu'il aura fallu attendre plus de 20 ans avant de pouvoir le lire en français. Alors, pourquoi une telle attente ? J'imagine que c'est le dessin de Kyle Baker qui a pu effrayer les gens de chez Panini à l'époque, tellement il est loin des canons du style super-héroïque. Alors, ceci dit, c'est peut-être aussi ce qui les a poussés aujourd'hui à sortir cet album sous une couverture signée Joe Quesada, alors qui est très belle d'ailleurs, c'est pas la question, mais qui est quand même dessinée dans un style très éloigné de celui qu'on va retrouver à l'intérieur. Personnellement, j'ai une préférence pour la couverture originale, par Kyle Baker, qui était en fait la couverture du numéro 1 de la mini, et aussi celle de sa première édition en trade paperback en 2004, que j'ai ici. Et voilà, je trouve que son côté minimaliste et épuré est quand même assez parfait. La couverture signée Quesada, c'est celle de la dernière édition américaine en date, qui date de 2022. Mais en fait, Marvel proposait à l'époque les 2 couvertures. Et par contre, la très bonne nouvelle ici, et là je crois que ça se voit bien quand même à l'image, c'est le format qu'a choisi Panini pour cette sortie. C'est donc un très grand format, 21 par 32 cm, et en fait c'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle j'ai acheté cette édition. Même si, alors je précise tout de suite que la traduction qui est signée Benjamin Viette, elle est vraiment très bien. Et d'ailleurs, j'en reparlerai à la fin sur un point précis. Quelques mots sur les auteurs avant d'entrer dans le vif du sujet. Robert Morales, c'est quelqu'un qui a très peu écrit de comics. Il y a donc 7 mini-séries en 2003. Et puis, l'année suivante, il va écrire 8 épisodes de la série régulière Captain America, un arc en 6 numéros qui était dessiné par Chris Bacalo, et puis une histoire en 2 parties, une histoire qui a d'ailleurs un lien direct avec cette mini-série, et qui a été dessinée par Eddie Campbell. Oui, le Eddie Campbell de From Hell, qui du coup a un peu touché à Captain America à cette époque. Et alors, c'est pas pour faire mon vieux con et chouiner que c'était mieux avant, mais c'est vrai que quand on compare le Marvel d'aujourd'hui, qui est complètement sclérosé et où les 3/4 des artistes ont l'air d'être sortis du même moule, comparé au Marvel d'il y a 20 ans, où on n'hésitait pas à faire appel à des artistes indés pour leur confier des personnages iconiques de l'univers Marvel, quand même, franchement, il n'y a pas photo. Fin de la partie vieux con. Pour en revenir à Robert Morales, lui, c'était un peu un touche-à-tout. Il était journaliste, éditeur, critique. C'est quelqu'un qui connaissait tout un tas de monde dans le milieu à la fois des comics et de la science-fiction aussi. Et Robert Morales, il est mort en 2013. Quant à Kyle Baker, alors lui c'est un artiste qui a fait ses débuts chez Marvel au milieu des années 80, en tant que dessinateur et surtout en tant qu'encreur, dans un style assez proche de celui de Bill Sienkiewicz. C'est lui d'ailleurs qui va succéder à Sienkiewicz sur la série The Shadow chez DC à la fin des années 80. Et puis,
assez vite, il va s'essayer à des styles très différents. Il y a eu les graphic novels The Cowboy Wally Show et Why I Hate Saturn, qui est sorti au début des années 90. En 2004, il va écrire et dessiner la série Plastic Man, qui est vraiment un pur bonheur de comédie. Il va signer aussi la formidable mini-série Special Forces en 2007 chez Image, qui est un récit sur la guerre en Irak et comment l'armée américaine recrutait des autistes pour les envoyer au front. Ou bien encore, l'année suivante, il a fait une biographie de Nat Turner, qui est une des icônes de la lutte contre l'esclavagisme aux États-Unis. Voilà, juste pour citer quelques-unes de ses œuvres qui méritent qu'on s'y intéresse. Et j'essaierai peut-être un de ces jours de faire une vidéo dédiée à Kyle Baker. Et donc, ensemble, Robert Morales et Kyle Baker ont donc réalisé cette mini-série qui, pour résumer en quelques mots, raconte les premières expériences auxquelles s'est livrée l'armée américaine sur le sérum du super soldat. Parce que l'idée, c'est que Steve Rogers n'a pas été le premier homme à qui on a injecté ce sérum qui allait faire de lui Captain America. Et surtout, on n'allait pas tester un tel produit directement sur un jeune Américain blond aux yeux bleus. Non, avant ça, ce sont des Afro-Américains qui vont servir de cobayes. Et c'est ça que raconte Captain America, la vérité, l'histoire d'Isaiah Bradley et de ses compagnons d'infortune. Alors, le racisme aux États-Unis est évidemment au cœur de cette histoire. On est à une époque où la ségrégation raciale est encore strictement appliquée. Et la scène d'ouverture en juillet 1940, à l'exposition universelle de New York, je trouve qu'elle expose très bien d'emblée la situation des Noirs aux États-Unis à cette époque. Et la scène, elle se déroule pendant, je cite, la semaine du nègre, Negro Week en VO, qui était l'unique semaine de toute l'exposition durant laquelle a pu se tenir à l'intérieur une exposition consacrée à l'apport des Afro-Américains à la culture américaine. Une semaine à comparer avec les 2 fois 6 mois qui a duré l'exposition au total entre avril 1939 et octobre 1940. Et là encore, comme on le voit dans cette scène, tout ça restait parfaitement compartimenté, et les Afro-Américains étaient évidemment pas les bienvenus partout. Alors le premier épisode va également nous permettre de faire connaissance avec Isaiah Bradley, qui est le personnage central de cette histoire, qui est un militant des droits des Noirs, qui est aussi un militant anti-guerre, et c'est paradoxalement ce qui va l'amener à s'engager dans l'armée américaine après avoir été arrêté au cours d'une manifestation non autorisée. Et la situation qu'il va découvrir au sein de l'armée américaine, elle est encore pire que celle qu'il a connue dans le civil jusque-là, et elle va aller bien au-delà des brimades quotidiennes que lui et ses camarades subissent. Ça va même aller au-delà de l'inhumanité. Captain America, la vérité, c'est un récit qui est quand même extrêmement sombre, et qui donne à voir les pires travers de la société américaine, et qui permet à Robert Morales d'étudier et d'interroger cette société. Avec notamment cette question qui est assez centrale, c'est qu'est-ce qui peut pousser à cette époque un homme noir à se battre pour l'Amérique et contre le nazisme. Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à défendre, et est-ce que le monstre qu'il doit affronter est vraiment très différent du monstre qu'il a créé? Et ça va donner lieu à certaines scènes qui sont quand même pas loin d'être insoutenables, et qui plongent en tout cas le lecteur dans les pires horreurs dont sont capables certaines sociétés humaines. Et en fait, la seule chose qui rend ces scènes un peu moins intolérables,
eh ben, c'est le style graphique adopté par Kyle Baker. Alors, on le voit, on n'est pas du tout dans un style réaliste, on est dans quelque chose de très cartoon, de très caricatural, de très exagéré, à la fois dans les corps comme dans les expressions. Et c'est un style que d'habitude on croise plutôt dans la comédie. Et d'ailleurs, quand Kyle Baker dessinera Plastic Man une paire d'années plus tard, il va adopter un style similaire, et effectivement, ce sera très drôle. Et sauf qu'ici, ce style cartoon, il donne jamais envie de rire. Jamais. Mais il va malgré tout créer une certaine distance avec l'horreur de ce qui est montré dans ces pages, et il va en quelque sorte atténuer le choc de ce qu'on va voir, et qui sans ça serait véritablement insoutenable si ces scènes avaient été illustrées dans un style réaliste. Ça aurait été, je pense, impossible de lire cette histoire jusqu'au bout. Et puis, à côté de ça, sur un aspect plus léger des choses, je trouve aussi que le style adopté par Kyle Baker, il colle parfaitement à l'époque qu'il met en scène, et ça joue avec notre perception de cette époque et ses stéréotypes. Et en fait, on a cette impression de lire un comic book dessiné dans les années 40. Et d'ailleurs, dans la dernière partie du récit, qui, elle, se situe à l'époque contemporaine, Kyle Baker, il adopte un style assez nettement différent, alors qui reste quand même toujours très caricatural, mais qui est par contre beaucoup moins cartoonesque. Tout ça pour dire que Captain America, la vérité, c'est vraiment une œuvre remarquable, tant du point de vue du scénario que du dessin, et c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à lire. Un dernier point que je voulais évoquer, c'est la postface de Robert Morales, alors qu'on trouvait déjà dans le trade paperback original en 2004, et dans cette postface, le scénariste y cite tous les ouvrages qu'il a consultés pour écrire cette histoire. Alors, il semblerait que au moment de la sortie de la mini-série en single, aux États-Unis, certains lui reprochaient d'avoir exagéré ou déformé certains faits historiques. Et donc, Robert Morales cite abondamment ses sources, qu'il s'agisse par exemple de l'histoire des Noirs aux États-Unis, ou bien des expériences auxquelles s'est livrée l'armée américaine sur ses propres troupes, notamment dans le cadre des essais nucléaires. Et au passage, j'en profite pour saluer le travail de Benjamin Viette, qui s'est pas contenté de traduire cette postface, mais qui est allé chercher pour chacun des ouvrages cités les références de leurs publications françaises, quand ils ont été publiés en France, bien évidemment, et je doute franchement qu'il ait été payé 1 € de plus pour faire ce boulot. Ça doit être ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Captain America, la vérité, est donc sorti chez Panini, 176 pages au format 21 par 32 cm, et il est vendu 28 €. On reste chez Panini et on reste dans les récits de guerre avec Punisher Get Fury de Garth Ennis et Jason Burrows. Alors là, je vais essayer d'être plus rapide. Déjà, je vais pas présenter le duo aux commandes. Je pense que je l'ai déjà fait au moment de la sortie de Ribbon Queen il y a quelques mois. Disons simplement que Ennis et Burrows ont l'habitude de travailler ensemble, et ça se voit. Il s'agit d'une mini-série qui est sortie aux États-Unis l'an dernier, sous le label Marvel Max, le label donc adulte de Marvel, un label qu'ils utilisent quasiment plus depuis des années, sauf de temps en temps pour un nouveau récit du Punisher
écrit par Garth Ennis. On avait eu Punisher The Platoon en 2017, Punisher Soviet 2 ans plus tard, et donc maintenant ce Get Fury, dont Ennis a écrit le scénario en 2020, il me semble, mais qui a mis plusieurs années à voir le jour, et je sais pas exactement ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, l'action, elle se situe pendant la guerre du Vietnam, et elle va mettre en scène principalement 2 personnages, Frank Castle, le futur Punisher, et Nick Fury. Et l'histoire, c'est que Nick Fury a été capturé par les Viet Cong, qui vont le conduire à Hanoï, où il sera interrogé, autrement dit, il sera torturé. Et à côté de ça, on a Frank Castle, à qui on va confier une mission très simple, en tout cas sur le papier, c'est d'éliminer Nick Fury avant qu'il puisse révéler ses secrets à l'ennemi. Et voilà. Et à partir de là, on va donc avoir une sorte de course contre la montre. Castle doit retrouver Fury le plus vite possible, avant que, sous la torture, il passe aux aveux. Et on va suivre la situation des 2 personnages en parallèle, jusqu'à ce que... Et ça nous donne un récit qui est tout à fait efficace, avec des moments d'ultra-violence comme on a l'habitude d'en voir sous la plume de Garth Ennis et sous le crayon de Jason Burrows. Et puis, on a différentes choses également qui se jouent en coulisses. Et c'est ce qui peut poser problème. Parce que cette histoire, en fait, c'est une suite. C'est la suite directe de la série Fury de 2012-2013, et en particulier les épisodes 7 à 9, qui racontaient la première rencontre entre Castle et Fury. Alors Panini avait publié cette série à l'époque en 2 tomes, en 100% Marvel, mais à ma connaissance, ils l'ont jamais réédité depuis. Ils ont réédité l'an dernier en Marvel Deluxe les mini-séries Fury de 2001 et de 2006, mais pas la série de 2012-2013, série qui est épuisée depuis un bout de temps. C'est problématique parce que si vous n'avez pas lu les épisodes en question, il y a quand même toute une partie de ce récit qui va vous passer au-dessus. Et d'ailleurs, à commencer par ce personnage, qu'on rencontre donc dès le début du récit, qui est une sorte de commentateur a posteriori, et on peut se demander pourquoi, vu qu'à aucun moment il intervient dans cette histoire. Alors, dans cette histoire, non, mais dans la précédente, oui. Et puis, il y a les 2 agents de la CIA qui confient à Castle la mission d'éliminer Fury. On va les retrouver à plusieurs reprises tout au long du récit, où ils vont révéler leur véritable motivation, et où ils évoquent à plusieurs reprises une mission précédente dans laquelle Fury et Castle étaient impliqués. Bon, la mission en question, elle est au cœur du récit paru dans la série de 2013, et là encore, si on n'a pas lu les épisodes en question, il y a quand même certains éléments de l'intrigue qui risquent de paraître assez nébuleux. Alors, je dis pas que si vous n'avez pas lu les épisodes en question, vous n'allez rien comprendre, l'intrigue centrale est quand même suffisamment claire et simple pour que le récit fonctionne, mais c'est au niveau des à-côtés que ça risque de vous laisser quand même assez perplexe. Et puis bon, que Panini n'ait pas souhaité rééditer la série Fury, par exemple en Deluxe, avant de sortir ce titre, bon, c'est une chose, mais que à aucun moment dans cette édition, ils indiquent qu'il s'agit d'une suite, là je trouve que c'est quand même limite déloyal vis-à-vis de leur lecteur. Donc, comme ça, au moins, vous êtes prévenus.
Un petit mot quand même pour finir sur le travail de Jason Burrows. Alors la série Fury de 2013, j'ai oublié de le préciser, elle était dessinée par Goran Parlov, qui est un artiste dont j'ai quand même tendance à préférer le trait. Mais Burrows, ça reste quand même un bon. Alors déjà quand il s'agit de mettre en scène des scènes carrément gore, que je vais même pas vous montrer, mais voilà, il s'en est fait quand même une spécialité tout au long de sa carrière. Mais il a aussi un vrai talent de narration et de mise en scène, où en fait il arrive à obtenir un maximum d'effets avec une mise en scène presque minimaliste. Par exemple dans cette séquence sur la page de gauche, où en fait Frank Castle se fait passer pour un conseiller soviétique, et il discute avec un soldat Viet Cong qui demande à vérifier ses papiers. Et on arrive à ce dernier panel où le visage du soldat est en partie masqué par l'ombre de Castle, et du coup on voit plus que ses yeux exorbités, et on sait que ça va pas bien finir pour lui. Tout ça pour dire que Jason Burrows, il est aussi à l'aise dans la violence outrancière que dans celle simplement suggérée, comme ici. Et ma conclusion, c'est que voilà, Punisher Get Fury, c'est une lecture que je conseille, mais voilà, avec toutes les réserves que j'ai mentionnées. L'album est sorti en 100% Marvel, il fait 136 pages au format 17 par 26 cm, il est traduit par Mathieu Auverdin, et il est vendu 19 €. Alors très vite, les autres sorties Panini de la semaine. En Marvel Must-Have, on a 2 sorties qui sont parfaitement raccord avec la sortie en salle de Captain America Brave New World. On a tout d'abord All New Captain America, le réveil de l'Hydra, de Rick Remender et Stuart Immonen, qui marquait les débuts de Sam Wilson sous l'uniforme de Captain America, et qui s'avérait être une grosse baston qui met en scène un bon paquet des adversaires historiques de Cap. Ça se lit bien, et puis c'est surtout merveilleusement bien dessiné par Stuart Immonen. Et on a également Hulk, qui est le Hulk rouge. C'est donc les débuts de la série de 2008 par Jeff Lobb et Ed McGuinness, et qui introduit donc cette nouvelle incarnation de Hulk, tout en s'interrogeant sur son identité. Alors, sachant que au terme de ces 6 premiers épisodes, qui se lisent vraiment en 5 minutes montre en main, au terme de ces épisodes, on n'aura toujours pas la réponse, du coup ça enlève à peu près tout intérêt à cette histoire. Alors, si quand même, bon, les grosses bastons illustrées par Ed McGuinness, ça reste toujours sympa, il faut juste rien en attendre de plus. Sorti encore de l'anthologie Nous sommes Captain America, qui réunit principalement des bouts d'histoire dans lesquels ce sont d'autres que Steve Rogers qu'on retrouve sous l'uniforme de Captain America. Bon, le problème c'est que une fois sortis de leur contexte, les histoires en question, elles n'ont pas forcément grand intérêt. Et enfin, pour les plus jeunes, je signale la sortie de Giant Size Little Marvel de Scotty Young et Dax Gordon. Si vous avez un nain dans votre entourage, ça peut faire un cadeau sympa. Et même, c'est pas interdit de le lire avant de lui filer. On passe chez Urban Comics avec une semaine consacrée à l'Energon Universe, ou l'Energon Universe, vous dites comme vous voulez. J'ai entendu François Hercouet dire Energon en interview, et en fait, je serais assez tenté de dire pareil. Quoi qu'il en soit, 2 nouveaux titres sont sortis, Destro et Scarlet. Et j'ai seulement craqué pour le second. Alors, Destro est signé Dan Waters et Andrei Bressan, et moi, c'est pas fou. C'est pas fou, je trouvais le scénario inutilement alambiqué pour, en plus, au final, pas raconter grand-chose. Et puis, la prestation d'Andrei Bressan, elle me semble quand même en deçà de ce dont il est capable habituellement.
Voir par exemple le récent Dark Ride chez Delcourt. Donc, Scarlett de Kelly Thompson et Marco Ferrari. Kelly Thompson, c'est une scénariste que j'aime bien, qui est souvent dans le registre de l'action. On a eu notamment son travail sur Black Widow il y a quelques années, avec Elena Casagrande au dessin, ou plus récemment, on a eu la série qui est toujours en cours aux États-Unis, Birds of Prey chez DC. Au moins le premier arc que j'avais vraiment aimé, j'ai moins accroché au suivant. Marco Ferrari, en revanche, je le découvre ici. Visiblement, il a réalisé quelques mini-séries chez différents éditeurs indés depuis 2016, mais voilà, comme j'en ai lu aucune, en ce qui me concerne, c'est une première. Et son dessin, il est assez chouette. Alors, il est pas d'une originalité folle, mais il est très dynamique. Et c'est tout à fait ce qui convient pour le récit que signe Kelly Thompson. Donc Scarlett, l'héroïne de cette histoire, c'est une certaine Shanna O'Hara, surnommée Scarlett, donc, qui bosse pour l'armée américaine sur des missions délicates et qui est, on va dire, pas forcément très sensible à l'autorité. Alors le récit débute avec une mission de reconnaissance menée par Scarlett, mais une mission qui va rapidement prendre une tournure imprévue et qui va l'obliger à improviser et à intervenir sans tenir compte des ordres directs qu'elle reçoit. Et c'est une scène, je trouve, qui à la fois donne bien le ton de la mini, et puis qui pose aussi bien la personnalité de son héroïne, une personnalité du genre qui fera toujours passer la protection des civils avant tout, y compris sa propre sécurité et les ordres qu'on lui donne. Et donc, très vite, Scarlett quitte l'armée, et on se doute bien que c'est pas pour aller se prélasser au soleil ou pour faire du shopping. Et en fait, elle va bientôt faire une rencontre avec quelqu'un qui va lui proposer une mission en lien avec celle qu'elle vient tout juste de mener, et qui va la conduire à s'introduire au sein d'un groupe, un groupe aux motivations et aux objectifs assez troubles, qui s'appelle le clan Arashikage. Et à partir de là, on va avoir droit à de l'action quasiment non-stop, jusqu'à la conclusion du récit. Et dans le genre, c'est vraiment tout à fait réussi. Le côté action du récit est vraiment bien maîtrisé, tant au niveau du rythme qu'au niveau de la mise en scène. Et puis, Kelly Thompson, elle donne à son héroïne des raisons tout à fait personnelles de se lancer dans cette mission, et ce qui accroît encore la tension dramatique de cette histoire. Et puis, c'est évidemment l'occasion de continuer d'étoffer l'Energon Universe en introduisant deux nouveaux personnages, ou plutôt la nouvelle incarnation dans cet univers de personnages bien connus des amateurs, et là encore c'est fait de manière assez intelligente, de manière progressive, et la scénariste a le temps d'étoffer les personnages en question et de bien les poser. Et donc, ça continue d'être globalement une bonne surprise, cette Energon Universe, et la manière dont il se met en place. Alors, voilà, tout n'est pas réussi, Destro, encore une fois, bof, mais globalement, tout ça donne quand même assez envie de continuer. Et pour quelqu'un comme moi, franchement, c'était quand même assez loin d'être gagné d'avance. Et alors, je signale en bonus
quelques chouettes variant covers qui sont signés notamment David Mack, Joel Jones ou Leonardo Manco. Scarlet Mission Spéciale fait 136 pages au format 19 par 28 cm. La traduction est de Julien Di Giacomo et il est au prix de 18 €. Je termine rapidement en signalant la nouvelle édition du All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Whiteley. Je pensais qu'il était sorti il y a 15 jours, eh ben visiblement non, il est seulement dispo en librairie depuis ce vendredi. Et puis chez Delcourt, sortie du premier tome d'Edenwood, écrit et dessiné par Tony S. Daniel, qui est un titre que je conseille pas franchement. Tony Daniel, c'est un très bon dessinateur, mais c'est définitivement pas un bon scénariste. Et ici, bah, il a un mal de chien à donner à voir au lecteur l'univers qu'il a créé. Tout ça est extrêmement confus, les personnages apparaissent et disparaissent sans que la plupart du temps on ait le temps de savoir qui ils sont et ce qu'ils font. Et puis, bah, pour rien arranger, l'action elle se situe en parallèle sur 2 trames temporelles distinctes, et eh ben, ça achève de bordéliser ce récit. Donc, si vous voulez voir de belles illustrations, vous pouvez vous laisser tenter, mais côté scénario, vraiment, oubliez. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. Mais par contre, vous étonnez pas si vous voyez pas d'autres vidéos sortir avant dimanche prochain. J'ai d'autres choses à boucler dans les prochains jours et j'aurai sans doute pas le temps de faire de nouvelles vidéos avant. Mais en attendant, vous pouvez malgré tout vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.